Et si je vous disais PhD, femme au foyer, deux termes pratiquement à l'opposé l'un de l'autre. Derrière chaque grande réussite, il y a une histoire de passion et de persévérance. Bienvenue dans Woman Wake Up Podcast. Aujourd'hui, nous recevons une femme de qualité, une femme dont le parcours académique ainsi que professionnel force l'admiration. Pour vous, nous recevons Madame Christine Mianda. Bonjour Madame Christine. Bonjour. Comment vous allez? Ça va, merci. Et vous? Ça va super bien. En tout cas, bienvenue sur notre plateau. Merci. Et j'espère que ça ne sera pas la dernière. Je l'espère aussi. Étant donné que l'on parle de femmes, étant donné que l'on parle de PhD, nous aimerions savoir qui vous êtes et comment vous avez fait pour arriver où vous êtes arrivé, comment vous avez gravi les échelons et quel est votre parcours académique. Okay. Merci beaucoup encore de me recevoir. Je m'appelle Christine Mianda. Je suis en train d'étudier mon PhD en Civil Engineering, division Transportation Engineering. Et j'ai un Master en Civil Engineering également. Bachelor en Civil Engineering. Wow! Héros Civil Engineering. Héros Civil Engineer, oui. Et je suis graduée, j'ai obtenu mon diplôme en maths physique. Et en général, c'est ça. Wow, intéressant. Mais nous aimerions savoir d'entrée des jeux, qu'est-ce qui vous a poussé à pouvoir choisir le côté de civil engineering? Parce que de nos jours, on entend que non, les femmes, ce ne sont pas celles qui partent dans des domaines qui sont réservés qu'aux hommes. Parce que généralement, on se dit que là où il y a civil, forcément, c'est les hommes. Là, il y a engineering, forcément, c'est les hommes. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à pouvoir vous lancer dans cette faculté? Premièrement, avant que cela ne devienne une vocation, c'était par passion. J'ai toujours été passionnée de tout ce qui est calcul compliqué, tout ce qui est design, construction. Et c'est ainsi que j'ai fait les maths physiques. Et quand j'ai commencé mon bachelor, quand je suis venue, je cherchais une faculté où je pouvais toujours avoir des calculs compliqués à gérer et aussi en même temps la construction. Et c'est ainsi qu'on m'a dit non, civil engineering, tu vas retrouver, ça englobe un peu tout ce que tu cherches. Et c'est comme ça que j'ai choisi cette option. Et je pense que c'est l'un des meilleurs choix, le choix qui me correspondait le plus. Mais qui était au départ votre inspiration, cette inspiration qui, lorsque vous l'avez vu, vous vous êtes dit, parce qu'il a fait ça, j'aimerais aussi le faire, ou bien, bon, c'est vrai que vous avez dit que c'est parti depuis le truc de mécanique, vous aimez bien faire les trucs de mécanique et tout, mais est-ce que vous avez un role model qui vous a inspiré? J'ai toujours eu plusieurs personnes qui m'ont inspirée, mais je dirais particulièrement, j'avais lu une histoire d'une femme, elle s'appelle Emily Roebling, et c'est elle qui a eu à construire, à participer à la construction du pont de Brooklyn. Et si je peux summarize, désolée, lorsque son mari était malade, c'est elle qui a pris en charge la construction du pont du début à la fin. Wow. Et elle m'avait inspirée, c'est parmi les premières ingénieurs, les premières femmes civil engineers. Et je m'étais dit, je dois être comme ça. Et non seulement ça, lorsque je vois la plupart des scientifiques, la plupart des chercheurs de notre époque, et que je vois qu'il n'y a pas tellement de femmes, mais lorsque je rencontre une femme, je suis souvent émerveillée. Et je pense que toutes ces personnes-là ont contribué quand même à ce que je prenne cette décision. Waouh, quel parcours! Mais nous voudrions savoir, lorsque vous vous êtes donné à la faculté de Civil Engineering, quels ont été ces obstacles auxquels vous avez fait face? Parce que aimer la mécanique et entrer dans ce domaine-là, forcément, c'est pas évident. Du coup, quels ont été les défis auxquels vous avez fait face pour commencer du début et finir?
Le premier défi était le fait que je sois une femme d'abord. Parce que lorsque j'ai commencé civil engineering, à mon époque, il n'y avait presque pas de femmes. Nous Ok. étions peut-être 2 ou 3. Et rien que le fait d'être une femme a été un obstacle en soi. J'ai été beaucoup découragée ou parfois on ne considérait pas vraiment mon potentiel. Et certaines fois même les hommes avaient tendance à diminuer ou à sous-estimer, voilà, c'est le terme que j'utiliserai, à sous-estimer mon potentiel. Et c'est vrai qu'on peut parler de civil engineering comme ça, mais par exemple lorsqu'on est dans le labo, on doit travailler avec des machines lourdes, dealer avec des processus assez rigoureux. Et il y avait souvent cette phrase, ça c'est pour les hommes, tu n'auras pas assez de force pour faire cela. C'est l'un des plus grands obstacles auxquels j'ai pu faire face en tant que femme, et aussi un peu de timidité. Parce que étant dans un environnement rempli d'hommes et tu es peut-être la seule femme où il y a une autre femme, vous n'êtes qu'à 2 ou 3, il y avait cette tendance à prendre le dessus. Ce qui fait que à un certain moment, nous étions obligés, particulièrement moi, j'étais obligée à quitter de ma zone de confort. Lorsque j'étais peut-être timide, à quitter et à être un peu plus entreprenante, like to be bold enough pour pouvoir montrer que j'ai du potentiel, pour pouvoir me faire écouter ou même pour pouvoir poser des questions. C'était les plus grands obstacles auxquels j'ai pu faire face jusqu'à là. Oui. Intéressant. Détenteur d'un master et chercheur candidate d'un PhD. Wow! Et là, maintenant, on entre dans cette area où vous êtes assistante professeure. Wow! C'est un grand parcours. En tout cas, félicitations déjà. Merci. Félicitations. Et j'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous a qualifié, étant donné, comme vous l'aviez dit, que ce n'était pas facile. Forcément, on disait qu'il y avait des travaux qui étaient réservés aux hommes. Mais qu'est-ce qui vous a démarqué au point où que l'on veuille vous prendre pour être assistante? Était-ce par rapport aux notes que vous étiez en train d'avoir à l'université, où il y avait cette touche personnelle qui faisait de vous celle que vous étiez et qui a fait que l'on puisse vous choisir? Ok, je commencerai par les notes parce que c'est un processus assez rigoureux quand même. Donc, je commencerai par les notes. J'ai pu me démarquer par rapport à mon parcours académique, par rapport à mes notes. Mais après ça, il y a aussi le fait de s'être démarqué, d'avoir établi ce contact avec mes professeurs. Quand je parle de contact, c'est aller voir les professeurs quand tu as un problème ou quand tu as une recherche ou une idée, essayer de converser avec les professeurs ou même avec les collègues, aller converser avec les professeurs, établir cette relation académique. Je dirais que cette relation académique, c'est ça qui a fait que je me sois démarquée. Mais plus, je dirais, c'est aussi par rapport aux notes, par rapport à mon résultat académique. Intéressant. Et si vous devriez nous parler de votre première fois en tant que professeur dans une salle où forcément vous pourriez avoir des amis qui sont vos collègues, mais vous devriez prendre cette attitude de je suis professeur et je me dois de vous donner le cours et vous devriez me respecter, parce que étant donné lorsqu'on a cette complicité avec certains amis, c'est assez difficile de pouvoir se démarquer, de mettre une certaine limite face à certaines choses. Mais comment est-ce que vous l'avez fait? Quelle était votre première fois? Nous aimerions savoir. Ok, ça c'est une bonne histoire, assez drôle quand même. Comme je l'ai dit précédemment, j'étais quand même timide. J'étais timide avant et ce travail m'a sorti de ma zone de confort assez brusquement. J'ai commencé à travailler rapidement lorsque j'ai fini. J'ai commencé à travailler, à être assistante lorsque j'ai commencé mon master et c'était brusque. J'arrive, on me dit, bon, tu auras ton premier cours. Et je parlais anglais, mais je ne pratiquais pas trop. Mais je devais forcément enseigner en anglais. Et donc, j'arrive en classe, j'entre, c'était un cours d'informatique, je ne l'oublierai jamais, j'ai tremblé.
Je ne sais pas si les étudiants avaient remarqué, en tout cas, j'espère qu'ils n'ont pas remarqué. Nous excusons. Je m'excuse si je l'ai fait, mais mon premier cours, je suis arrivée en classe et je tremblais. Je tremblais. Il y avait peut-être 30 élèves ou plus et c'était un cours d'informatique. Ils avaient tous leurs ordinateurs en train d'attendre que je leur montre quoi faire. Et j'avais le marqueur au tableau en train de trembler. Mais honnêtement, c'est la première et la dernière fois que j'ai tremblé. Oui, c'est la première et la dernière fois que j'ai tremblé et c'était assez difficile. Et aussi, lorsque vous me parlez de mes collègues, c'est vrai que j'ai fini assez tôt. Donc, il y a certaines personnes que je connaissais très bien que j'ai dû enseigner. Et on m'a toujours connue comme une personne assez calme, assez timide. Mais lorsque je devais être en classe, je devais être cette personne qui communique la connaissance et j'étais la personne qui dirigeait. Donc, ça m'a poussée très rapidement et très radicalement à être stricte. Je peux sourire dehors, mais lorsque j'entre en classe, je suis la personne qui donne la connaissance, je suis la personne qui partage la connaissance. Donc, je devais être assez stricte, un peu sévère parfois, je dois le reconnaître. Mais ça m'a poussée très tôt aussi à faire la différence entre la personne que j'étais à l'extérieur de la classe et la personne que je suis dans la classe. Oui. Intéressant. Et qu'est-ce qui vous a poussé, si je peux le dire ainsi, à pouvoir continuer à pouvoir entamer les procédures d'être PhD candidate, sachant qu'il y a certaines personnes qui disent que non, ces études-là, c'est forcément pour les hommes. Non, mais si elle fait un PhD, ça sera compliqué de pouvoir l'aborder et tous ils auront peur de se dire « Ah non, la femme là, elle est un peu trop... Mais pourquoi ce besoin de pouvoir continuer à faire le PhD? Est-ce que c'est parce que vous aimez beaucoup l'école ou parce que vous cherchez, il y a un but précis que vous voudriez atteindre? Ok. Bon, je dois reconnaître que ça intimide aussi. Le fait de dire PhD, ça intimide, je dois reconnaître. Mais premièrement, j'ai commencé à enseigner lorsque j'ai commencé mon master et j'ai découvert cette vocation. J'ai découvert à quel point c'était une responsabilité de pouvoir transmettre la connaissance que j'ai reçue et c'est devenu une passion pour moi. Et je me suis dit, je dois être professeure. Je dois être professeur nécessairement. Et pour être professeur, donc, je dois avoir ce PhD. Mais ce n'était pas la première raison en elle-même. La première raison était que j'ai toujours été passionnée de recherche. J'ai toujours voulu faire des recherches, découvrir quelque chose de nouveau, spécialement le domaine dans lequel je suis, dans lequel j'évolue. Et lorsque j'ai commencé ma thèse de master et que je l'ai finie, j'ai trouvé que le travail en soi était quand même incomplet. Certes, ma thèse était complète, mais ma recherche nécessitait une innovation. Ma recherche de master était plus une analyse, démontrer le problème ou prouver qu'il y a un problème. C'était ça mon étude. Mais le PhD en soi vise la découverte de quelque chose de nouveau ou la découverte d'une nouvelle méthode. Et je me suis dit, je ne peux pas arrêter ce travail-là. C'est un travail qui m'a pris du temps, c'est un travail qui m'a passionnée encore plus. Et je me suis dit, forcément, je dois découvrir, forcément, je dois trouver une solution. Et peu importe les années que ça me prendra, je dois trouver une solution. Je dois innover. Et le PhD était pour moi la meilleure option, si pas la seule option envisageable. Mais je reviens sur le point de assistante professeur. Comment vous avez fait pour pouvoir vous intégrer avec d'autres professeurs, sachant que la plupart parlaient aussi turc? Ok. La plupart parlaient aussi turc et la plupart étaient mes professeurs avant. Ok, oui. Donc, professeurs à collègues. Oui. Ceux qui étaient mes professeurs qui m'ont enseigné sont devenus mes collègues. Et cette transition n'a pas été facile. Déjà que je ne pratiquais pas tellement l'anglais, vu que ce sont des cours avec plus caractère mathématique, on fait plus de calculs. Donc, même si tu ne connais pas tellement l'anglais, je ne conseille pas quand même. mais même si tu ne connais pas tellement l'anglais, tu peux quand même te retrouver si tu as cette connaissance-là. Okay. Mais après, lorsque je devais enseigner, je devais forcément maîtriser
maîtriser l'anglais. Donc, j'ai commencé à me battre avec l'anglais. Mais après, je me rends compte que pas seulement l'anglais, mais le turc aussi. Eh Il va oui. falloir connaître un peu de turc. Oh là là. Et je me suis dit, OK, je vais me concentrer plus sur l'anglais d'abord parce que ce sont les étudiants qui viennent en premier et je dois être capable de transmettre cette connaissance dans le langage approprié. Et j'ai fait un effort pour maîtriser quand même l'anglais. Et après ça, j'ai commencé à apprendre un peu de turc, donc je comprends le turc. Wow. Je parle un tout petit peu. Merhaba. Oui, donc c'est ça. Ah, ok, d'accord. Mais que pensez-vous du fait qu'il y a certains parents qui disent que non, les femmes sont appelées à se marier tôt, à finir tôt, tu n'as pas besoin de faire des grandes études et tout ça. Mais est-ce que de votre côté, vos parents vous ont encouragé à pouvoir aller plus loin lorsque vous leur avez dit que vous allez faire un PhD? Oui, définitivement, ils m'ont encouragée. Ils étaient vraiment contents par rapport à cette idée. Je n'ai pas eu des parents qui m'ont découragée à chaque fois que j'ai voulu faire des longues études ou même lorsque j'ai intégré cette filière qui est, comme vous l'avez souligné dès le départ, une filière à majorité masculine où il y a plus d'hommes. Ils ne m'ont jamais découragée. Ils m'ont plutôt encouragée même lorsque j'ai décidé de faire le PhD. Et même si, ça je le dirais en général pour répondre aussi à votre question, même si on peut avoir des découragements, je pense qu'il est important de savoir la raison pour laquelle on veut faire le PhD. Parce que c'est un parcours qui prend des années, qui prend du temps, qui demande énormément de sacrifices. Donc, premièrement, en tant que femme d'abord, vu qu'on court aussi derrière le temps, il est important de savoir pourquoi on veut faire ce PhD. Et cette réponse aura plus de poids face au découragement même de notre entourage, face au découragement de certaines personnes. Donc, c'est important pour la femme de connaître la raison qui la pousse à faire ce PhD. Et cette raison doit avoir du poids face aux critiques ou face au découragement de son entourage. C'est ce que je conseillerais premièrement, d'étudier le pour et le contre et d'avoir cette conviction parce que ça prend du temps, ça demande des années et ça demande énormément de sacrifices. Et je conseillerais aussi d'être bien entouré, d'être entouré aussi des personnes qui comprennent la nécessité de faire les PhD. Exactement. Ce n'est pas, dans notre société, encore actuellement, les gens ne voient pas ceci comme une nécessité en soi. Les gens ne comprennent pas la nécessité ou le besoin même de faire le PhD. Donc, c'est nécessaire d'être entouré des personnes qui comprennent cela. Très, 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 très bon message. Et avant de pouvoir finir, quel serait ce message que vous pourriez adresser à ces femmes qui veulent bien, mais étant donné qu'il y a cet entourage qui ne cesse de dire que non, faire des longues études, ça fait en sorte que la femme soit un peu haute, qu'elle prenne un peu en confiance et qu'après, lorsqu'elle sera face à un homme, qu'elle puisse le confronter. Mais alors que la femme, elle a besoin de pouvoir étudier, elle a besoin de se connaître et elle aime ce qu'elle fait, elle a besoin d'aller plus loin. Mais à cause des dires des gens, elle se retrouve en train de pouvoir s'arrêter, se limiter à un certain niveau. Et qu'est-ce que vous pourriez dire à cette jeune femme qui va vous suivre, le message que vous pourriez lui donner? Premièrement, je dirais que si quelque part on ne vous décourage pas et on ne vous comprend pas, ça veut dire que vous ne rêvez pas assez grand. Vous devez être capable de rêver assez grand au point que les autres ne pourront pas comprendre forcément. Donc, n'attendez pas à ce qu'on vous comprenne, par tout le monde en tout cas, mais je pense que vous pouvez les faire. Il y a des femmes qui le font de plus en plus et c'est possible. Les années peuvent passer. On peut dire que le PhD c'est 4 ans ou 6 ans, mais pourquoi ne pas dans 4 ans ou 6 ans avoir ce diplôme? Pourquoi pas? Donc, j'encouragerais un peu plus les femmes à essayer et à oser. C'est vrai que civil engineering peut être un peu lourd, je vais dire. C'est plus les hommes qui se lancent dans ça. Mais si c'est votre passion, pourquoi pas?
vous avez le droit de rêver, vous avez le droit de vous lancer dans ça. Et je suis heureuse de voir que de plus en plus de femmes, en tout cas dans ce pays aussi, et dans cette génération, prennent cette décision d'être plus dans l'engineering, d'étudier plus civil engineering, ce qui me rassure. Et je continuerai toujours à encourager ces femmes. Vous avez droit à faire ce à quoi vous aspirez. Vous avez le droit d'apporter le changement que vous désirez apporter. Et ça sera ça toujours mon mot d'encouragement. Rêvez grand, osez, et c'est possible. J'ai vu des personnes le faire avant moi. Je suis en train de le faire et je sais que vous pouvez le faire après moi. C'est possible. Merci beaucoup, Madame Je Christine. vous en prie. C'était un témoignage, si je peux le dire, ou un parcours vraiment très admirable. Et nous croyons que dans les années à venir, vous allez encore nous revenir avec qui sait, un doctorat. Je Pourquoi l'espère pas? bientôt. Alors, comme elle l'a dit, oser rêver et surtout, même si les obstacles arriveraient, ne vous arrêtez pas. Parce que si vous vous arrêtez, c'est que ça signifie que vous n'avez pas assez rêvé. Et je crois et je suis sûre que ça va le faire et que vous allez aller au-delà de où vous êtes en train de vous limiter peut-être. En tout cas, c'était pour vous, Woman Wake Up, et à très bientôt pour un prochain podcast. Bye bye.